Les délégués du Grand Marché de Niamey appellent au marché mort demain lundi 11 septembre 2017. Les raisons de ces boycotts dans ce journal. Présentation des médailles remportées par les karatékas nigériens au tournoi international de Cotonou. C'était en août dernier. Précision également dans un instant. Dimanche 10 septembre 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Je le disais dans les titres, la rupture totale entre les commerçants du Grand Marché de Niamey et la société du comité de gestion de ce centre commercial à Sokojam qui a décidé d'augmenter les frais de location des boutiques. Une décision rejetée par les délégués des commerçants qui appellent d'ailleurs au marché mort demain lundi 11 septembre 2017 sur l'ensemble de la région de Niamey. Cet après-midi, ils ont lancé cet appel cet après-midi à l'occasion d'une déclaration que je vous propose de suivre. Considérant la méprise que subissent les commerçants du Niger en général et ceux du Grand Marché en particulier par les autorités en charge du commerce, l'association des délégués des commerçants du marché du Niger, ADCMN, apporte son soutien indéfectible aux commerçants du Grand Marché et fait la déclaration suivante. Considérant que les commerçants du Grand Marché ne sont pas à la base de la faillite de la Sokojam, considérant qu'ils n'ont aucun moyen d'arriéré de loyer, considérant qu'ils ont apporté toutes les preuves qu'ils ne sont pas responsables de la faillite de la société, considérant qu'ils n'ont été entendus par aucun juge commissaire du tribunal du commerce et que le jugement doit se faire entre les deux parties, considérant que même le juge commissaire a mentionné dans son ordonnance qu'il a eu même mise à l'état de la mauvaise gestion de la société. En vue de tout ce qui précède, l'ADCM demande 1. Le retrait de l'ordonnance sur le reversement des frais de loyer. 2. L'État d'intercéder pour que la paix et la quiétude règnent dans les marchés. 3. Aux commerçants des marchés de la région de Niamey d'observer une journée de marché mort sur toute l'étendue de la région de Niamey le lundi 11/9/2017. Nous sommes ouverts au dialogue. Et justement, relativement à cet appel des commerçants du Grand Marché, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général adjoint de l'association des délégués de commerçants du Grand Marché de Niamey, El-Hadja Moumouni Mossi. Moumouni, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur la situation qui prévaut actuellement au Grand Marché de Niamey. Et vous avez appelé au boycott du marché demain lundi. Et pour revenir sur cet appel, qu'est-ce qui a amené les délégués du Grand Marché à boycotter le marché demain? Oui, merci de m'avoir donné l'occasion. Le boycott est appelé à cause du rehaussement, comme vous le savez, des prix du loyer par la Sokojam. Parce que depuis 1987 que le marché a été ouvert, nous payons régulièrement nos loyers. En 1987, lorsque le Grand Marché a été ouvert, les prix étaient, la boutique A était de 12 480, B 18 640, C 25
25 620. Il y a eu un mouvement de grève par les commerçants parce qu'à ce moment-là, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Il y a eu un mouvement de grève par les commerçants du Grand Marché. Ils ont été accueillis par le défunt président Ali Chebou. Il les a écoutés et il a dit allez-y, on vous diminue de moitié. Il a rabaissé le prix de moitié. Donc ceux qui payaient 12 000 et quelques, maintenant c'est eux qui payaient 6 320 que nous avons noté. Ainsi de suite jusqu'à la boutique C, la plus grande. Ça c'est en 1987. On payait régulièrement le loyer. Maintenant, après quelques années, en 2009 plutôt, il y a eu un incendie. Le Grand Marché a pris feu. Les commerçants ont perdu presque toute la totalité de leur richesse. Parce que parmi eux, plusieurs n'ont rien pris. On n'a reçu aucune aide, ni de l'État, ni de la société. Les boutiques qui sont brûlées ont été reconstruites par nous-mêmes. Pourquoi j'ai dit par nous-mêmes? Parce que la Socojam nous a demandé de caution. Les boutiques hall, parce que c'est divisé en catégories. Les boutiques hall ont payé 150 000 de caution. Les boutiques sol ont payé 200 000 de caution. Sol encore, il y a d'autres sols qui sont dans les quartiers. Ceux-là, les propriétaires ont payé de 300 000 à 450 000. Et c'est eux-mêmes qui ont construit les boutiques. Et on a dit que la Socojam a pris un crédit aux banques dont on ne sait pas quelle utilisation on a fait de ce crédit. On est là, après le départ de Mme Bala, parce que c'est à son époque que tout ça s'est passé. Il y a eu un mouvement de grève avant même son départ. Parce que c'est le mouvement de grève des commerçants qui l'a fait partie. Maintenant, arrivé, un autre DG est arrivé. Et un nouveau PCA. Parce que tout ce problème, c'est le PCA qui nous a amené ça. Dès son arrivée, sa première rencontre avec nous, il nous a dit que la société est en faillite. On lui a répondu, nous, on ne reconnaît pas que la société est en faillite. Et vous payez régulièrement? Nous payons régulièrement nos loyers. Et on lui a dit, s'il y a un client qui n'a pas payé son loyer, que la Socojam nous écrive, nous serons chargés de récupérer cet argent. Il a dit non. Maintenant, il faut revoir le prix. On dit non, nous ne pouvons pas accepter d'augmenter. En 2016, on a reçu un expert comptable qui induit la société est en faillite. Il a été chargé d'expertiser. Parce qu'il dit que c'est un redressement judiciaire ou liquidation. On lui a demandé qu'est-ce qu'il veut dire. Il dit qu'il faut que la Socojam soit redressée ou elle sera vendue. Il a dit maintenant on va essayer le redressement. Il nous a posé des questions qu'on lui a répondu et qu'on lui a donné des preuves justificatives. C'est parce que maintenant, bon, je n'ai pas bien préparé la rencontre, sinon j'allais vous donner vous-même toutes les preuves qu'on lui a données. Il y a des papiers. Maintenant, il nous a entendus, on lui a donné toutes les preuves, il est parti. Paf, le 22 août plutôt, on a vu un huissier avec un papier nous notifier que le jugement est fait
et que voilà ce que nous allons payer. C'est ça le prix que nous avons. Qui sont? Il faut nous rappeler un peu le prix. Bon, le prix, si vous voyez le tableau, avant, c'était à 6220 la boutique A. Catégorie A. Catégorie A. Maintenant, c'est ça qu'ils ont dit de payer 40 000. La catégorie B, 12 mètres carrés, 9 480 avant. Maintenant, c'est ça qu'ils nous disent de payer 60 000 francs. Catégorie C, 16 mètres carrés, c'était à 12 640. C'est ça qu'on nous demande de payer à 80 000. Il y a des boutiques dont je vous ai parlé, hall et sol, à 3 000, 3 000. Eux, on nous a dit, le hall, parce que ça fait 3 mètres carrés 60, à 18 000. Avant, c'était 3 000. Sol, 3 000. 3 mètres carrés. Maintenant, 15 000 francs. Donc, est-ce que, même dans tout le monde, dans le monde entier, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'on a vu cette augmentation de plus de 500%? Donc, vous, c'est ce que vous rejetez? C'est ça que nous rejetons. Et qu'est-ce que vous voulez concrètement maintenant? Ce que nous voulons concrètement, c'est que l'État intervienne dans cette affaire. Parce que nous sommes tous les citoyens de l'État. Et nous et la Socogem. Et que nous savons que l'État a une part de responsabilité dans cette... Même si c'est une société, l'État a une part de responsabilité dedans. Donc, vous avez appelé au marché mort demain sur l'ensemble de la région de Niamey, donc tous les marchés. Et est-ce qu'après cette menace, vous avez été contacté pour essayer de trouver une solution? Non, pour le moment, personne ne nous a appelé. Mais après cet appel, si demain on n'a pas eu d'appel pour négocier, on projettera des autres jours de grève. Donc, le mot d'ordre de demain, c'est juste en guise d'avertissement. C'est un avertissement. C'est pourquoi on a appelé tous les marchés de la région de Niamey. Si nous n'avons pas eu satisfaction, nous allons appeler d'autres jours de grève. Ça dépend de 2-3 jours, ainsi de suite. Est-ce que donc, dans cette nouvelle lutte, vous avez le soutien de votre syndicat? Oui. Je peux dire qu'on a le soutien de notre syndicat. Parce que hier, au moment d'un débat que j'ai suivi, il y a le président Chekraou qui nous dit qu'il nous soutient à 100%. Et même avant de faire la déclaration là, on a envoyé une lettre à chaque syndicat. Syndicat national, syndicat import-export, syndicat import-export et grossiste. Tout ça là, on leur a envoyé des notes de demande de soutien. Et ils nous ont répondu qu'ils nous soutiennent. Donc ils sont avec vous. Oui, donc monsieur le SGA, après l'annonce de cette augmentation des frais de location, quelle était la réaction de vos militants au niveau du Grand Marché? La réaction de nos militants, c'était très prompte. Parce que si nous n'avons pas calmé nos militants, donc ça allait éclater. Lorsque comment on appelle, l'huissier nous a notifié ça, on a tenu une assemblée générale à Gadchekou pour leur annoncer voilà ce que nous venons d'avoir. Mais là-bas, je sais que vous avez eu des images. Oui, donc au vu de... Donc, vous êtes confiant quant au suivi de votre mot d'ordre de demain? Le suivi, déjà vous respectez le mot d'ordre de demain, selon vous? Oui. Je suis sûr que le grand marché tout entier sera fermé. Mais d'autres marchés, parce que ça a été très prompt, très chose, je ne sais pas, parce que nous-mêmes, nous avons reconnu que les choses ont été précipitées. Donc parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'informer leurs militants, ça peut ne pas être suivi. Donc pour le moment, ça concerne que le grand marché de Niamey? Non, notre appel, c'est tous les marchés. Tous les marchés de la région de Niamey. Mais, pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous-mêmes, nous savons que les choses ont été précipitées. Et les autres marchés n'ont pas eu le temps d'informer leurs militants. Oui, donc peut-être pour finir avec vous, monsieur le SGA, quels sont vos souhaits maintenant? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Nos souhaits, nous l'avons dit dans la déclaration, que l'État intervient
Parce que c'est l'État seulement qui peut être l'arbitre entre nous et la Socojam. Pourquoi j'ai dit l'État? Parce que l'État a une part de responsabilité dedans. Et c'est l'État qui garantit la sécurité, la quiétude dans tous les marchés. Si l'État n'intervient pas, s'il nous laisse comme ça, ça va engendrer. Et les conséquences seront énormes sur l'économie. Les conséquences seront énormes. Sur l'économie parce nationale. Que même un jour de grève, c'est eux qui calculent les jours de grève et ce qu'ils perdent. Et je ne sais pas, c'était en 2007 que nous avons fait une grève. Ils ont dit que la perte est énorme, que l'État a perdu. Donc c'est eux qui calculent. Nous, c'est nos biens. Mais quand on est acculé, on est obligé de céder le travail. Donc, M. Moumouni, quel est votre dernier mot à l'endroit des commerçants, des grands marchés? Mon dernier mot à l'endroit des commerçants, c'est d'être patient, comme ils l'ont été toujours. Nous attendons d'un jour à l'autre que peut-être l'État va nous appeler pour essayer de trouver des solutions. Pour trouver une solution définitive. Parce que, pourquoi j'ai dit une solution définitive? La Socojam, là où elle est maintenant, même ses dirigeants savent que nous sommes des commerçants patients. Parce que si nous ne sommes pas patients, donc ça n'allait pas se passer comme ça. Merci Moumouni Moussa. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de l'association des délégués de commerçants du grand marché de Niamey. Votre association a appelé au marché mort demain, lundi 11 septembre 2017 de Mons pour fustiger l'augmentation des prix des boutiques au niveau du grand marché de Niamey. Merci Moumouni d'avoir accepté notre invitation et restez avec nous pour suivre ce journal-là. Merci. Dans une déclaration ce dimanche, le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et la culture islamique dénonce le silence de la communauté internationale face à la situation dans laquelle se trouve actuellement la communauté musulmane de Birmanie. Le résumé avec Ismaël Moumouni. La situation que subissent les musulmans vivant en Birmanie devient de plus en plus inquiétante. En effet, les musulmans sont maltraités, les mosquées détruites, sous le silence complice de la communauté internationale. C'est pourquoi, ici au Niger, le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique réagit à travers cette déclaration. Les douloureux événements qui se déroulent actuellement en Birmanie ne peuvent laisser aucun être humain indifférent. Cette situation n'est pas sans rappeler la tentative d'extermination de la communauté juive et l'exemple vécu par cette dernière et qui continue. D'ailleurs, d'alimenter la mémoire des écrivains et des cinéastes. Comment alors comprendre que plus d'un demi-siècle après, la communauté internationale assiste à une tragédie semblable sans une réaction? Sans une réaction rapide afin d'arrêter cette barbarie, alors que nous avons un instrument que nous n'avons pas en 1945, à savoir l'ONU. Pour quelle raison il n'y a aucune mobilisation? En effet, la Birmanie est le plus féroce dictature. Militaire et même illustre à nouveau tristement en s'attaquant à la minorité musulmane rohingya, sans défense. Nous savons que ce peuple est installé dans ce pays il y a plusieurs centaines d'années et que sa persécution a commencé depuis le XVIIe siècle, tout simplement à cause de sa religion. Le RJPCI condamne fermement ce qui se passe en Birmanie contre les musulmans. Dénonçons et exigeons le silence coupable de la communauté internationale. 2. Exhortons l'Organisation des Nations Unies ONU à se ressaisir, à prendre toutes ses responsabilités. 3. Recommandons l'envoi rapide d'une force internationale de la protection civile rohingya. 4. Exhortons la Cour pénale internationale à prendre toutes ses responsabilités. 5. Appelons les pays musulmans du monde entier, à travers l'organisation de la conférence islamique OCI en abrégé, à sortir de leur torpeur et dénoncer cette tragédie ignorante. Recommandant le retrait pur et simple du plus mauvais de
l'affaire à Ousouchi, porte-parole de la chaîne au pouvoir en Birmanie. Ce réseau marque ainsi sa solidarité aux musulmans de la Birmanie et appelle aux musulmans du monde entier de faire bloc autour de la communauté musulmane birmane. Les phénix de la coordination communale Modern FA Lumana de Kolo ont organisé hier samedi dans la dite localité un meeting afin de réitérer leur engagement à œuvrer pour le rayonnement du parti Lumana. C'était en présence de nos reporters Adam Ousmana et Halidou Brema. À l'image des Amazones, ces redoutables guerrières sous d'autres cieux, les phénix de Modem FA Lumana de la coordination départementale de Kolo n'entendent pas rester en marge du combat politique pour les idéaux du parti au cheval blanc ailé. Ainsi, ce meeting à l'actif de cette importante frange du parti, se passant de tout commentaire sur le plan mobilisation, comme il fallait s'y attendre au vu de l'aura dont jouit son leader charismatique Hamamadou dans cette contrée du pays, se veut une preuve que Kolo reste et demeure encore un des fiefs incontestés du Modem FA Lumana Africa à la satisfaction des membres de la dite coordination. La présente manifestation, à l'initiative de nos vaillantes phénix, que je demande à tous d'applaudir, mérite d'être saluée et encouragée à juste titre. Elle doit surtout être un exemple pour les autres organisations de masse de notre parti. Je veux parler de l'organisation des jeunes Lumana, de l'organisation des femmes Lumana, à faire preuve d'initiative afin de faire revivre notre parti sur toute l'étendue du territoire national. Cette manifestation, c'est également l'occasion pour nous, militants et militantes de la commune urbaine de Kolo, d'affirmer et de réitérer notre appartenance à notre grand parti et notre profond attachement aux idéaux du Modem FA Lumana. Je remercie les phénix de Kolo pour leur courage et leur engagement pour le parti. Je les remercie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. Au rang des invités à cette manifestation se trouvent les membres de la structure Agir Lumana qui se sont réjouis de cet engagement des phénix de Kolo. Vous avez été témoin quelle a été notre surprise de l'engouement suscité par une simple réunion des phénix. Aujourd'hui, nous sommes venus voir que encore à Kolo, Lumana fait partie des premiers partis qui existent sur le territoire de Kolo. Nous avons aujourd'hui vécu avec tous les amis présents ici l'engouement qu'ont les populations de Kolo pour venir vers Lumana, et nous avons assisté surtout à l'arrivée, à l'adhésion de nouveaux militants venant d'autres partis et qui vont venir grossir les rangs de Lumana Africa. À travers ce rendez-vous des phénix Lumana Kolo, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que quoi qu'on dise, cette partie du pays, un des greniers électoraux du Niger, demeure toujours un bastion du Lumana Africa de Hamamadou. Pour preuve, pendant que certains militants, pour des intérêts personnels, réunissent leur idéal politique, d'autres militants du parti présidentiel en l'occurrence, et pas du moindre, eux, épousent les idéaux du Modem FA Lumana en y adhérant. Il constitue une grave menace pour l'environnement. Ce sont les plastiques beaucoup utilisés par la population nigérienne. Malgré l'adoption d'une loi par les députés interdisant l'utilisation, la production et la commercialisation de ce plastique, cette matière continue à envahir l'environnement. Reportage de notre stagiaire de l'IFIC Clémence sur les images de Ibrahim Abdou. Les déchets plastiques biodégradables sont les ordures les plus visibles dans les rues et décharges publiques. Car plus de 150 000 tonnes de déchets plastiques biodégradables sont importés par an sur le territoire national. Une situation inquiétante poussant les parlementaires nigériens à adopter un projet
de loi le 28 octobre 2014 interdisant la production, l'importation, la commercialisation, l'utilisation et le stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité. Une loi qui tarde cependant à être appliquée. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les sachets plastiques contribuent énormément à la pollution des villes, à la pollution globale. Après les décrets, il y a eu la signature pour la mise en œuvre, etc. Mais sur le terrain, concrètement, on ne remarque rien. Et les responsabilités sont partagées. Et ce que nous avons suggéré, c'était de renforcer les dialogues multi-acteurs, parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui sont concernées par cette question. Parce que vous savez, c'est une question économique, donc on ne peut pas du jour au lendemain, sans aucune alternative, les amener à dire qu'aujourd'hui, ils vont arrêter l'importation des sachets plastiques. Donc nous avons estimé qu'il était important de les associer dans les réflexions. Donc nous pensons qu'il y a eu le dialogue qui est en cours. Nous avons vu les ministres en charge de ces questions ont rencontré la Chambre de commerce avec les opérateurs économiques pour discuter véritablement. Pourtant, toutes les études attestent aujourd'hui que les plastiques biodégradables ont des conséquences néfastes sur l'environnement, aussi bien sur la santé des hommes, les animaux que des plantes. Pourquoi il faut interdire l'importation de ces sachets qui ne sont pas biodégradables? Parce qu'il y a un coût énorme, il y a un impact durable sur l'environnement. Aujourd'hui, dans les champs, les rendements agricoles aussi sont impactés parce qu'il y a la présence de trop de ces sachets plastiques. Dès que tu commences à s'aimer ou à labourer, tu vas te heurter à des sachets plastiques. Quand tu vas dans la ville, partout c'est les sachets plastiques. Du fait que c'est moins cher, même si tu achètes quelque chose de 50 francs ou 25 francs, on te les met dans un sachet plastique. Il est important. Beaucoup d'animaux meurent du fait qu'ils consomment des sachets plastiques. Même la pollution de l'air, les déchets, quand on va au niveau des dépotoirs de la ville de Niamey ou bien les quartiers autour de Niamey, tout ce qu'on constate, c'est des déchets plastiques. Donc c'est pourquoi nous pensons que d'autres pays ont réussi dans ce sens et c'est possible aussi au Niger que nous puissions réussir à partir de ces exemples ou à partir des leçons apprises de ces pays pour mieux faire et puis réussir aussi cette transition. La ville de Niamey ne cesse d'être envahie par les plastiques. Face à cette situation, tout le monde est interpellé pour un environnement sain. C'est un reportage donc signé Clémence Ambeta-Jimel sur les images de Soumaïla Abdoulaye. La Fédération nigérienne de karaté a présenté ce dimanche au palais du 29 juillet des médailles remportées par les karatékas nigériens au tournoi international de karaté de la zone 3. C'était à Cotonou en août dernier. Ils étaient 11 tous qui ont défendu. Donc, c'était 11 combattants qui ont défendu les couleurs nationales à Cotonou. Suivez plutôt. Ils sont au total 11 combattants qui ont fait flotter le drapeau du Niger à Cotonou du 7 au 13 août dernier au tournoi international de karaté de la zone 3 Tikazone. Occasion saisie par le président de la Fédération nigérienne de karaté de rappeler les différents résultats enregistrés par les karatékas nigériens. En 1998, le Niger a occupé la première place à Ouagadougou. En 2000, le Niger a occupé toujours la première place à Cotonou. En 2006, toujours, le Niger est en tête à Cotonou dans le cadre du même tournoi. En 2010, ici à Niamey même, le Niger a occupé la première place. En 2016, le Niger a occupé la troisième place à Abidjan. Et cette année, le Niger a aussi eu l'honneur de prendre part au même tournoi international. Ainsi, vous constatez que notre karaté a toujours été et continue d'occuper une place honorable sur l'échiquier international. La cérémonie qui nous réunit ce matin est une fête pour célébrer la victoire de la jeunesse nigérienne, notre victoire à nous tous. Le président et le vice-président d'honneur de la Fédération Karaté ont tous salué les prestations de ces jeunes athlètes. Ces jeunes qui ont fait parler du Niger à Cotonou malgré le peu de moyens mis à leur disposition. Je suis d'autant plus heureux que nous avons fait nos preuves en dépit de la situation que tout le monde connaît. Chers athlètes, votre fédération, à l'instar des autres fédérations,
n'a pas tous les moyens de sa politique. Elle fait tout par vocation, par amour et par devoir pour notre pays. Nous savons que vous, en tant qu'athlète, vous le faites beaucoup plus avec le cœur qu'avec les moyens mis à votre disposition. Et j'encourage beaucoup donc, le bureau de la Fédération nigérienne de karaté qui, malgré les moyens à leur disposition, vraiment ont pu faire ce spectacle, ce miracle. Ont pu vraiment faire preuve d'initiative, faire preuve en tout cas de courage et de sensibilisation de nos karatékas pour porter très haut le drapeau du Niger à l'extérieur. Même sentiment de satisfaction au niveau du comité olympique et sportif national du Niger, COSENI, qui encourage ces jeunes à continuer dans cette lancée. Il me plaît de rappeler que les sports de combat sont les sports qui gagnent. Vous ne douterez pas du dernier championnat du monde auquel notre compatriote Youssouf Alfaga a été médaille d'or, qui a permis au Niger d'être placé parmi les pays qui gagnent. Nous vous félicitons pour le courage et le suivi de vos sportifs au cours de ces tournois. Les 11 combattants sont revenus au Bercail avec 13 médailles accrochées au cou, des médailles présentées à la nation au cours de cette cérémonie. Actualité à l'international à présent, c'est une série de meurtres qui défraie la chronique en Ouganda depuis un peu plus de 3 mois. 21 corps de jeunes filles ont été retrouvés, ce qui ressemble à des véritables faits divers. Les journaux ne parlent plus que de ça. Le mystère est de plus en plus épais. Depuis le mois de mai dernier, 21 corps de femmes ont été découverts à la périphérie de Kampala. La dernière victime s'appelait Aïcha. Elle tenait une épicerie dans le district de Vasiko, au sud de la capitale. Ses amis sont terrorisés. Nous l'avons cherché et nous n'avons retrouvé que son corps, mutilé et jeté près des casernes militaires. En tant que femme, j'étais très affectée. Nous vivons dans la peur. Nous ne pouvons plus cultiver nos champs. Nous avons peur d'être attaqués au travail. Nous dormons à peine la nuit parce que nous devons rester vigilantes. Chaque fois, c'est le même mode opérationnel, les mêmes violences et mutilations. La police n'a pas de réelle piste, elle patauge, évoquant parfois des disputes domestiques, des agressions sexuelles, allant même jusqu'à citer de possibles sacrifices rituels de la secte sataniste Illuminati. Les forces de l'ordre ont déjà interpellé des dizaines de suspects sans résultat. Nous avons renforcé notre police de proximité, qui est un mécanisme pour avoir un contact plus étroit avec les gens. Nous avons augmenté nos patrouilles, à la fois nos patrouilles motorisées et pédestres, bien sûr soutenues par la communauté en ces zones. L'affaire prend même une tournure politique. L'opposition accuse les forces de l'ordre de négliger ces crimes pour se focaliser sur la répression. Le Parlement a même décidé de cesser ses activités tant qu'il n'y aurait pas d'enquête sérieuse. En Égypte, c'est une importante découverte qui a été opérée. Des archéologues ont trouvé des tombes d'un orfèvre et de 3 momies, des pièces qui datent d'au moins 3500 ans. Les restes sont particulièrement bien conservés. Ce sont les momies d'une femme et de ses 2 enfants. Selon les premières analyses, la femme serait décédée vers 50 ans d'une maladie bactérienne des os. Les archéologues ont fait cette découverte dans la nécropole de Draa à Bounaga, près de Luxor. Le lieu est réputé pour ses tombes et ses temples anciens. Il s'agirait du tombeau d'un orfèvre datant de l'époque du Nouvel Empire, entre le XVIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ.
cri. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une statue du propriétaire de la tombe, de sa femme et de l'un de leurs fils. Nous avons trouvé de nombreux objets funéraires à l'intérieur et à l'extérieur du tombeau. Nous avons trouvé des momies, des cercueils, des peignes et des masques funéraires, des bijoux et des statues. Le travail n'est pas encore terminé. Nous continuons et espérons trouver d'autres objets et même d'autres tombeaux à Dra-Boul-Naga. L'orfèvre avait consacré tout son travail au dieu Amon et les objets sont nombreux. Les archéologues ont découvert plus de 150 petites statues funéraires taillées dans le bois, la terre et la roche calcaire. Tout n'est pas en très bon état. Le tombeau date quand même de 3500 ans. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente tenue à toutes et à tous et surtout bon début de semaine.